Mesdames, Messieurs, bonjour. Une fois encore, bienvenue sur Authentique TV dans votre rubrique préférée, dans votre émission préférée, Info décryptée. Comme vous le constatez, le Bénin connaît une intense activité diplomatique sous l'impulsion du président de la République, Romuald Wadaï. Quels sont les enjeux et surtout les retombées économiques et institutionnelles de cette dynamique qui a commencé? Alors, pour en parler, nous recevons un analyste politique et économiste fondamentaliste bien connu de l'opinion publique béninoise. Il s'agit bien sûr du docteur Bertin Corvi. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, le thème du jour est intitulé Le dynamisme diplomatique du président Romuald Wadaï. Quelles retombées économiques et institutionnelles pour le Bénin? Mais avant d'aborder le thème, je voudrais juste porter la voix du peuple. Au fait, le peuple remonte très souvent dans les commentaires pour s'interroger sur le rôle effectif des ministres conseillers où on ne les voit pas du tout sur le terrain. Bon, fortuitement, je suis tombé sur une publication où c'est une dame et des ministres conseillers, et ce matin même est sur Peace FM, Oui. pour expliquer, pour donner son analyse ou bien son point de vue sur pratiquement le même thème, les voyages du chef de l'État. Oui. Donc, il y en a qui sortent quand même, mais vous n'avez pas tort. Il a fallu trop de silence déjà et la position du peuple peut se comprendre. Mais je voudrais, pour que nous soyons factuels, Oui. je voudrais vous dire quel est le rôle du ministre conseiller en général, Oui. et quel est peut-être son rôle au Bénin. OK. Et je me suis permis de préparer un test pour ne pas venir utiliser mon intelligence ou même ma mémoire ici. Alors, donnez-moi 2 minutes. Alors, le ministre conseiller est un collaborateur politique. Oui. C'est important. Un collaborateur politique placé auprès du président de la République. Son cahier des charges dépend du décret de nomination et des missions qui lui sont confiées. Donc, il faut aller chercher le décret qui les a nommés. OK. De manière générale, il s'articule autour des responsabilités suivantes. Grand A. Conseiller le président de la République. C'est un conseiller, ce n'est pas un ministre en réalité. Okay. Fournir des analyses stratégiques sur les politiques publiques. Formuler des propositions de réforme et d'amélioration de l'action gouvernementale. Alerter sur les risques politiques, économiques, sociaux ou diplomatiques. B. Suivre les politiques publiques. Veiller à la bonne mise en œuvre des programmes présidentiels. Évaluer les performances des ministères relevant de son domaine. Identifier les obstacles et proposer des solutions. Exactement. C. Assurer la coordination sectorielle. Faciliter en effet les relations entre la présidence et les ministères concernés. Encourager la cohérence des actions gouvernementales, participer aux réunions de suivi des grands projets. D. Représenter le président de la République. Assister à des cérémonies, conférences ou missions lorsque le président le mandate. Porter les orientations présidentielles auprès des administrations, des collectivités territoriales ou des partenaires. E. Produire des notes stratégiques. Préparer des mémorandums, des notes de synthèse et des analyses prospectives. Assurer une veille sur les évolutions nationales et internationales touchant son secteur. F. Suivre les projets prioritaires. Contrôler l'état d'avancement des projets présidentiels. Formuler des recommandations pour accélérer leur exécution. G. Contribuer à la communication institutionnelle. Et c'est là que vous avez raison. Et que les populations se plaignent au fait. Parce qu'on veut les entendre. On avait vu ici Gbadamassi,
très actif. Oui. Et le ministre conseiller, aujourd'hui ministre Janvier Yawedou, très actif, qui en faisait parfois un peu trop, et d'autres. Donc, les populations étaient habituées Déjà, voilà, à un rythme de minutes. Donc, je peux comprendre. Alors, donc, contribuer à la communication institutionnelle, expliquer les réformes et leurs objectifs aux différentes parties prenantes, appuyer la diffusion des orientations présidentielles dans le respect de la communication officielle. F. Entretenir les relations avec les acteurs concernés, c'est-à-dire dialoguer avec les administrations, le secteur privé, la société civile, les partenaires techniques et financiers, les médias. les médias surtout. Oui, oui, les médias. Faire remonter les préoccupations du terrain et exercer une mission de prospective, anticiper les défis futurs, proposer des stratégies de moyen et de long terme. Voilà en général quel qui devrait être leur cahier de charge. Ce que le ministre conseiller ne fait pas généralement. En principe, A, il ne dirige pas un ministère. Okay. B, ne dispose pas d'un pouvoir hiérarchique sur les ministres, sauf aux dispositions expresses. C, n'ordonne pas les dépenses publiques comme un ministre ordinaire. D, agit principalement par le conseil, la coordination et le suivi. Au Bénin, les ministres conseillers ont vocation à renforcer le suivi de l'action gouvernementale et à assister directement le président dans des domaines sectoriels précis. Leur rôle est essentiellement stratégique, analyser, coordonner, suivre et proposer afin d'améliorer l'efficacité de l'action publique. Mais de temps en temps, aller vers les populations, porter la voix du chef de l'État, aller dans les médias, expliquer et faire connaître ce que fait le gouvernement pour créer l'adhésion. Chef, Dr Bertin Korobi est mon nom. Voilà. Afin que chacun sache que Authentique Média a voulu se montrer curieux et nous avons répondu à la préoccupation des populations. Voilà ce que j'allais répondre à vos téléspectateurs, à vos internautes. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Cheikh Bertin Korobi. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet de notre thème du jour. Quel regard portez-vous sur, disons, les premiers mois de la diplomatie du président Romuald Wadaye? Nous sommes à 60 jours après que le président Romuald Wadaye ait prêté serment, c'est-à-dire le 24 mai, il prenait la charge du Bénin. Et nous sommes le 26 aujourd'hui. Et donc, nous sommes à 2 mois. 2 mois, oui. Et il faut avouer que le président Wadaye a apaisé le climat diplomatique. Il ne vous a pas échappé que les Nigériens nous traitaient de tous les noms d'oiseaux. Et ceci découle de la fermeture de la frontière et de la façon dont nous avons géré le coup d'État qui est survenu au Niger. On était vu presque comme la base arrière d'un pays étranger qui voudrait attaquer le Niger, le Burkina, bon, l'AES si vous voulez. Aujourd'hui, nous ne sommes plus vus de cette façon-là. Le président Wadaye est allé au Mali, qui n'a pas de frontière directe avec nous. Il est allé au Tchad, et il est allé au Togo, qui a des frontières avec nous. Il est allé en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, et il est allé à Addis Abeba, il est allé même à Bruxelles. Alors, tous ces faits-là, il est allé au Nigeria, j'allais oublier, tous ces faits-là montrent qu'il a compris l'essentiel. Nous ne sommes pas sur Mars et on ne peut pas être tout seul. Pour réussir une gouvernance, il faut travailler en équipe. Il faut travailler ensemble. La grandeur d'un pays n'est pas forcément à la grandeur de son territoire, mais c'est à la grandeur de sa diplomatie.
et le président Wadaï a remis le Bénin au centre de l'Afrique et du monde. C'est une très bonne chose, je suis satisfait. Alors, quels résultats concrets cette diplomatie peut-elle apporter à l'économie béninoise dans les médias? Alors, dans l'immédiat, ce n'est pas ce que ça peut, ce que ça a déjà apporté. Okay. Le Bénin vient de signer un accord de financement de 320 millions de dollars. 150 millions de dollars pour le projet Dogo-Bis, barrage multifonction, hydroélectrique, agriculture, élevage, pisciculture et ma foi, électricité. Je me souviens que vous avez longtemps parlé de ce projet-là. C'est un projet que j'ai porté comme un bébé durant 4 ans. Mais ce projet a trouvé du financement grâce à la diplomatie béninoise. On peut dire ce qu'on peut, hein, mais c'est un projet qui date de 40 ans. 40 ans déjà? Ah oui, 40 ans, oui. C'est pas aujourd'hui. Wow. C'est depuis les années révolutionnaires que les révolutionnaires avaient déjà vu que cette gorge-là, à Dogo-Bis, dans les environs de Kétou, qu'on pouvait mettre produit de l'électricité là, ça fait 40 ans. Mais ça a réellement connu un début d'intérêt public en 2005, quand le président Kérékou partait. Ce n'est pas le jour de chasse qu'on prépare son chien. Ça n'a pas pu se faire puisqu'il était déjà en fin de mandat. Quand le président Yahi Boni est venu, en 2009, le président Yahi Boni, en août, a signé un décret pour lancer ce projet. Finalement, il a trouvé la Chine à travers la société qui a construit le plus grand barrage au monde, Power China. Ouais. Eh bien, on n'a pas pu avoir le financement. En Chine, auprès de la Chine, il a trouvé des partenaires turcs qui sont venus. On n'a pas trouvé de financement. D'ailleurs, le ministre Kassa, à l'époque, ils sont allés poser la première pierre avec tam-tam, danser, parce qu'ils étaient certains que la solution était là. Et ils avaient raison de danser. C'est un projet structurant qui change le destin du Bénin sur le plan économique et à jamais. Le financement n'a toujours pas suivi. Le président Talon est venu, ils ont essayé dans le PAG 1, ils n'ont pas pu. Le PAG 2, moi je l'ai pris en considération, j'ai travaillé plus d'1 an à convaincre le Qatar. Les Qataris qui sont venus, on a fait des réunions avec le ministre Ablaye Biol Tchané, le ministre de l'électricité. Enfin, il y avait 7 ministres à l'époque, y compris le ministre d'État à l'économie et finances. C'était le 18 janvier 2024. Et la suite, vous la connaissez. Les Qataris étaient prêts à nous financer, avaient signé eux le contrat. C'est le Bénin qui n'a pas signé. Je ne vais pas dans les détails. Mais toujours est-il que, en colère, je m'étais attaqué au ministre des Finances à l'époque, qui m'a fait l'insigne honneur de me recevoir. Nous avons échangé et j'ai compris pourquoi il n'avait pas signé. C'était ni sa faute à lui, ni la faute au Qatari, ni ma faute. Enfin, le contexte ne s'y prêtait pas. Anyway. Mais il s'était engagé. Et l'honorable Hassan Seibou m'en est témoin. Il s'était engagé à tout faire pour trouver du financement vert. Donc, les conditions de financement sont encore meilleures à ce que les Qataris donnaient pour que ce projet-là se fasse. Il vient de tenir parole. Mais comment a-t-il pu tenir parole? C'est parce qu'il a convaincu le monde extérieur. Durant 40 ans, on n'a pas eu l'argent pour le faire. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire le président Kérékou n'a pas pu, Soglo n'a pas pu, Kérékou II n'a pas pu, Yahi n'a pas pu, le président Talon n'a pas pu, et c'est Wadaï qui le fait aujourd'hui. Qui a réussi. C'est grâce à la diplomatie. Car la diplomatie, ce n'est pas seulement les voyages qu'on voit, c'est ce qu'on projette au monde, comment les autres nous voient. Et le fait d'être allé à Bruxelles, où il a réuni tout le monde ensemble pour mettre le Bénin au centre de leurs préoccupations et de leurs intérêts, ça fait aussi que la Banque mondiale a vu que l'Union européenne s'intéresse à ce pays
eh bien, le pays est crédible, on peut vite financer. Il n'y a pas que ça. Et quand il est allé en Éthiopie, ben, il est allé leur partager l'expérience béninoise sur Glodigué et l'industrialisation. Bon, ce qui est déjà un bon début, quoique, si on veut faire de l'industrialisation, au-delà de la transformation de nos matières premières en produits finis, ce qui est une très bonne chose, il faudrait qu'on fasse de l'industrie industrialisante pour que ce soit nous-mêmes. Nous commençons par réfléchir à comment on produit des machines qui vont permettre de transformer nos matières premières. Okay. Quand ce n'est pas le cas, eh bien, on est toujours dépendant. On est très dépendant. Il suffit seulement qu'on enlève un boulon et votre usine ne sert plus à rien. Ne peut plus fonctionner. Ne peut plus fonctionner. Donc, il faudrait que nous allions à l'industrie lourde, la sidérurgie, la métallurgie et la conception des machines. Mais ce qu'on a déjà ici, c'est déjà un bon début. On transforme notre coton, on crée de la valeur ajoutée. Le cajou, on crée de la valeur ajoutée. Le soja, etc. C'est un très bon début, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il est allé défendre l'industrialisation de l'Afrique. Il a parlé du financement. Il est allé à N'Djamena, il a parlé de l'eau. Et à N'Djamena, tout le monde a compris aujourd'hui qu'en matière d'eau, il faut des projets en EPCF. La plupart des projets qui se font souvent, c'est l'État cherche son argent, lance un appel d'offres, les gens viennent compétir et ils gagnent, on leur met le budget à disposition. Le EPCF, c'est l'État fait ses études, même dans le EPC, c'est la même chose. On fait les études, on sait à combien on veut qu'on nous fasse le projet. Et maintenant, on lance une consultation auprès des sociétés qui sont qualifiées techniquement, qui sont financièrement solides, au point de pouvoir convaincre une banque à les financer, à réaliser le projet. Donc, ils viennent avec leur propre argent. Quel est l'avantage du EPCF? Les risques de projets mal faits sont éliminés parce que c'est sur 20 ans, 30 ans, sinon 15 ans que vous payez. C'est lui qui a mené son argent pour faire le travail. S'il fait un mauvais travail, eh bien, il va prendre encore son argent pour corriger d'abord. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Donc, en matière d'eau, les projets EPCF sont plus indiqués. Et quand on dit de l'eau, c'est l'eau potable, et c'est l'irrigation pour faire l'agriculture, et tout ce que l'eau pour faire l'électricité. Donc, il est allé défendre cette vision-là à N'Djamena. Et le Bénin aujourd'hui est très bien vu à l'étranger, au point où beaucoup d'investisseurs qui peuvent faire du EPCF, qui ont des capacités financières, d'abord capacités techniques et capacités financières, souhaitent venir au 1er août. Ben oui, mais parce que c'est ça aussi la diplomatie, c'est de vendre votre pays à l'étranger. Ils veulent venir au 1er août, mais assister à nos célébrations et peut-être à la limite prendre des photos avec le chef de l'État. Des groupes indiens, des grands groupes indiens, des grands groupes chinois, des groupes franco-sénégalais, etc. Des groupes turcs, des PDG, des banques qui peuvent nous financer notre développement. Pourquoi? Parce que Romel Wada, lui tout seul, vend déjà le Bénin par son parcours. Un expert comptable reconnu et de bonne renommée mondialement, ministre des Finances durant 10 ans, et on a vu la transformation du Bénin. Il devient président, tout le monde dit, mais tiens, ce monsieur, si on le tient, ce pays ira loin. Donc je vous dis aujourd'hui, moi j'ai des partenaires indiens, l'un des plus grands groupes en Inde, Kaltaparo International, mais à qui je propose d'autres pays, mais qui disent non, nous préférons d'abord commencer par le Bénin. Or, les pays dont nous parlons là, économiquement, c'est-à-dire leur capacité économique est plus forte que pour nous, hein. Mais ils n'ont pas la croissance qu'on a, ils n'ont pas le sérieux que nous projetons. Vous voyez, ceux-là veulent venir travailler avec le Bénin. Et ils ont même écrit au chef du président à prêter serment le 24. Mais le 26, ils avaient déjà envoyé leur courrier pour dire au président, nous avons lu ton projet de société et nous voulons t'accompagner en ce qui concerne l'eau.
pour les populations, l'eau potable pour les populations, en ce qui concerne l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'électricité. Et ils se sont positionnés sur un projet qui est en souffrance aussi depuis 20 ans. Bani Kwara, Bembereke, Niki n'ont pas de l'eau potable. Aujourd'hui, la Soneb, quand vous ouvrez là-bas, c'est de l'eau boueuse qui sort ou bien il n'y a pas de l'eau du tout. Ils se sont positionnés et ils demandent à faire ce projet-là en EPCF. C'est eux-mêmes qui apportent leur argent, qui exécutent le projet. Nous avons eu l'insigne honneur d'en parler au chef de l'État qui a dit sa priorité à lui, c'est qu'il y ait de l'eau là où il n'y en a pas aujourd'hui. Partout, oui, qu'il y ait de l'eau. Et ce projet est en discussion déjà. Nous attendons la seconde phase, c'est de la SONEB que nous attendons les études techniques et environnementales envoyées aux Indiens qui vont faire leur offre financière, leur offre technique, vont présenter leur offre financière et technique à leur banque et la banque va s'engager à financer et va donner ses conditions, on appelle ça term sheet. Et ce term sheet-là sera présenté au ministre chargé de la mobilisation des ressources extérieures, que je salue au passage parce qu'il fait un très bon travail. Je salue aussi au passage le directeur par intérim de la SONEB, M. Minga. Oui. Ben, nous tous, nous sommes donc en train de travailler. Pourquoi c'est possible? Pourquoi les Indiens sont prêts à venir mettre leur argent? C'est à cause de la diplomatie du président Romuald Wadaï. Ces voyages ont convaincu, ces démarches et ces propos ont convaincu. Et il y a d'autres projets qui intéressent les gens. Donc oui, ces voyages-là sont indispensables. Est-ce qu'il y a tous ces résultats, suffit-il déjà pour dire que le Bénin est devenu très attractif pour les investisseurs? On peut déjà conclure? Bon, le Bénin, à tout seigneur, tout honneur, était déjà devenu attractif depuis 2021. Après le premier mandat, le second mandat, le Bénin est devenu très attractif sous le président Patrice Talon et Romuald Wadaï. Parce qu'une bonne partie de ce qu'on peut attribuer au président Talon, ça a été quand même conduit par le ministre d'État. Bon voilà, parce que, mais dans une guerre, ce n'est pas le soldat qui a tiré qu'on voit, c'est le général qui a tiré. Donc, je dirais sous le président Talon, le Bénin est déjà devenu attractif les 5 dernières années. Mais aujourd'hui, le Bénin est devenu hyper attractif car celui qui était derrière l'attractivité économique et financière est devenu président. Donc oui, nous sommes très attractifs. Et le ministre de l'économie et finances qui est là aujourd'hui, le ministre de budget qui est là aujourd'hui, le ministre en charge de la mobilisation des ressources extérieures, de la gestion de la dette qui est là aujourd'hui, étaient des collaborateurs directs de l'ex-ministre. Donc je veux féliciter le président Romuald Wadaï d'avoir choisi de mettre d'écarteler le ministère pour que à chaque pan, il y ait des techniciens qui fassent le travail. J'échange avec chacun d'eux et je suis satisfait, ma foi, de ce qu'ils font, de ce qu'ils projettent. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de la mobilisation des ressources extérieures. Oui, nous allons travailler ensemble, mais c'est le président qui doit convaincre par sa diplomatie. Car aujourd'hui, ce n'est plus lui qui court comme il courait avant. Lui doit donner une bonne image du Bénin. Et c'est pour ça que votre terme m'a intéressé. Une bonne image du Bénin. Et c'est cette image-là qui permet aux autres de mobiliser des ressources. D'accord. Merci beaucoup, cher docteur Bertin Nkovi. Alors, vous avez été souvent, disons, près du peuple. Vous avez beaucoup écouté, vous parcourez monts et vallées ici au Bénin, au fin fond du Bénin. Alors, quel secteur devrait bénéficier en priorité des nouveaux partenariats conclus par le Bénin? Alors, il n'y a pas de miracle. Le développement d'une économie se fait par les fondamentaux. C'est comme le développement d'un bâtiment, ça se fait par la fondation. Et il faut donner de l'eau potable aux populations. Agua para todos. Oh, je parle espagnol. L'eau pour tous, je me croyais encore en Guinée équatoriale. L'eau pour tous.
L'eau potable pour tous? Oui, pour tous. Okay. Et c'est la préoccupation du président Robert Wadaï, de son ministre de l'énergie et de l'eau, et du directeur par intérim de la SONEB, qui est en même temps directeur de l'agence qui gère l'eau pour les villages. Monsieur Minga, je vous demande d'aller filmer, d'aller l'interviewer dans son bureau. Et vous verrez que si vous appelez le nom de votre village, il a une plateforme électronique et il va vous dire la situation de l'eau dans votre village. S'il n'y en a pas encore, il va vous dire il n'y en a pas encore. S'il y en a, il va vous dire s'il y a un projet, etc. Donc, la politique de l'eau pour tous est en cours. Deuxième des choses, il faut aménager, viabiliser les terres agricoles. On ne peut plus faire l'agriculture en attendant la pluie. Donc, on a des vallées qu'il faut viabiliser, aménager. Et je voudrais féliciter ici le ministre Gaston Dessouy, qui avait déjà lancé depuis 2022 un projet dont les études, tout est terminé sur 12 000 hectares. L'ex-ministre de l'Agriculture. Oui, de l'Agriculture. Ouais. Il y a 9 000 hectares dans la vallée de l'Ouémé, il y a 1500 dans la vallée du Mono et 1500 dans la vallée du Niger. Il y a encore d'autres potentiels ailleurs, mais je parle des projets dont on a déjà fait l'étude de faisabilité et l'étude d'impact environnemental. Alors, il y a aussi beaucoup plus aujourd'hui à travers les activités, les réformes actuelles où on veut subventionner les paysans, on veut leur attribuer des prix. Comment est-ce que vous analysez ça? Bon, alors, je sais de quoi vous voulez parler. En réalité, le président Wadaï, dans sa volonté d'améliorer les conditions de vie du producteur, il a été décidé que à partir d'un seuil que l'État définit, que je n'ai pas ici, je n'ai pas encore entendu, à partir de ce seuil-là, on donne un bonus de 10 francs sur chaque kilo produit, sur l'acajou, sur le soja, sur le coton, sur le riz. Mais les populations vont faire une compétition pour produire plus. Mais pour produire plus, et c'est pour ça que je le dis ici, pour produire plus, il faudrait avoir plus d'espace aménagé. Parce que sans terre additionnelle, si tu n'as que 3 hectares et tu n'as pas les moyens d'emblaver encore 3 autres hectares, tu veux bien produire plus, tu ne feras rien. Donc l'État doit les accompagner à augmenter leur espace cultivable. Et c'est pour ça que je parle d'investissement dans l'aménagement des terres agricoles. L'amélioration de la semence. Et ça a commencé. Les semences améliorées sont déjà sur le terrain qu'on a de mettre déjà à disposition de nos paysans. Est-ce que vous savez que le soja à l'hectare en Chine, c'est entre 40 et 60 tonnes. Nous, on ne fait même pas 2 tonnes ici. Et on veut aller vendre sur le même marché. Le maïs en Chine, c'est entre 40 et 60 tonnes. Nous, on ne fait pas 1,5 tonne ici. Et on veut aller sur le même marché. Ce qui fait que malheureusement, le paysan vivote, il ne vit pas. Donc, vous faites bien d'en parler. Ce dont les populations ont besoin, l'électricité pour tous à bon prix. Et le projet Dogobis le permet. Donc, je n'ai pas voulu en parler encore. Maintenant, la santé. Oui. Mais ça sort de la diplomatie, mais quand même, puisque on va aborder juste un petit peu rapidement. Mais la santé aujourd'hui, et quand tu fais un accident ou bien tu es en détresse sanitaire, on te prend d'abord en charge sur fond de l'État pour te sauver d'abord la vie, pour que tu dises sous quel matelas tu as mis ton argent. Allez le chercher pour venir te sauver. Ou bien ton numéro Momo pour qu'on puisse sortir l'argent. Donc c'est une très bonne chose. D'accord. Alors, nous allons rester un peu avec les pays de l'AES. On a parlé déjà tantôt, le président qui a déjà fait beaucoup de voyages dans ces pays. Comment analysez-vous les relations entre le Bénin et les pays de l'AES? On a annoncé la réouverture de nos frontières avec le Niger, mais depuis, on n'a pas encore eu, disons, cette réalité-là. Qu'est-ce qui bloque un peu cet état de choses? En fait, rien ne bloque. Et quand une frontière est restée pratiquement 2 ans fermée, bon, il n'y a rien qui presse. Même si ça mettait 6 mois pour être ouvert, il faut faire les choses étape par étape, il faut rassurer chacun. Oui. Le plus important, c'est que le langage
défiant contre le Bénin a changé au Niger. Et le Béninois est très bien aimé aujourd'hui, est en sécurité au Niger. Et c'est ce que le voyage de Ouattara a apporté. Les Nigériens sont venus ici, il y a une équipe technique qui travaille, laissons-leur le temps de faire leur travail et d'ouvrir la frontière en toute confiance. Donc oui, tout se passe bien, mais souffrez, c'est comme quand votre femme vous a attrapé en train de regarder, passez-moi l'expression, les nichons de votre voisine. Elle mettra du temps à vous pardonner, même si vous n'êtes pas allé au péché. Donc, il faut nous laisser le temps. Il faut laisser le temps au Niger de nous pardonner notre péché. Okay, mais le Niger est disposé à ouvrir cette frontière. Alors, parlant toujours de la diplomatie, nous savons que le Bénin a de très fortes relations avec la France, mais le président Romain Wardini n'a pas encore effectué une visite officielle en France. Est-ce un simple choix stratégique ou un signal diplomatique? Non, vous allez voir juste que le président Wardini ne voyage pas pour qu'on aille connaître son visage. C'est pour ça que quand j'entends certains dire « Oh, il ne fait que voyager ». Non, il voyage là où il y a l'intérêt du Bénin et l'intérêt immédiat. Mais il ne vous a pas quand même échappé que l'ambassadeur de Bénin en France est celle qui est devenue ministre des Affaires étrangères, ici. Donc, les canaux sont restés ouverts. Nous avons de très bonnes relations avec la France. C'est-à-dire, aller voir la France en dernier ressort, et même si que nous avons de très bonnes relations. Là, on parle français aujourd'hui. On parle français, nous avons gardé de bonnes relations avec la France. Ne pas courir aller voir la France est plutôt la preuve que la France a une position de privilège dans le cœur du Bénin et de chaque Béninois. Aussi, nous avons de très bonnes relations avec la France historique et culturelle, et économique aussi. Oui. Bon, il n'y a pas urgence à aller en France. Mais il ira en France et le moment venu. D'accord. Alors, merci beaucoup. Le vice-président du Nigeria est en visite officielle de travail, au Bénin. Quel message politique et économique faut-il en retenir? J'ai toujours dit que le Bénin était le 37e État économique du Nigeria, pas sur le plan politique. Donc, il faut intégrer l'économie béninoise à l'économie nigériane. Et vous avez dû entendre ou bien voir qu'ils ont visité Golo-Djibé. Mais Golo-Djibé a des industries qui produisent beaucoup, mais qui amènent ça à l'étranger. Ça prend d'abord le port. Mais le Nigeria à côté, une bonne partie peut être consommée au Nigeria. Si le Nigeria décide de consommer ce que produit Golo-Djibé, il n'y a même plus besoin d'amener ailleurs. Donc, il y a ça. Donc, c'est une diplomatie économique. La visite de Golo-Djibé, un petit peu d'heure, m'a fait comprendre l'objectif du voyage. C'est pour nouer de très bonnes relations économiques Bénin-Nigeria et renforcer notre coopération diplomatique. Donc, c'est l'économie qui était au grand jour. On en avait besoin. Ça permet de voir que le grand frère d'à côté nous soutient, nous encourage et veut nous tenir par la main pour aller loin. Nous sommes à quelques jours de la célébration de notre indépendance. Comme vous êtes un peu dans le secret des dieux, est-ce qu'il y a des chefs d'État qui sont annoncés pour participer à notre traditionnel défilé du 1er août? Alors, je n'ai pas été curieux par rapport à ça. Par contre, je vais profiter de votre plateau pour lancer un appel vibrant au directeur du protocole national. Les cartes d'invitation ne sont toujours pas sorties à une semaine. Ce n'est pas le jour de chasse qu'on prépare son chien. Il faut que les gens se fassent leur programme et sachent, même ceux qui vont quitter le Nord pour Cotonou, qui vont à Cotonou. Il faut que les étrangers se préparent à venir au Bénin. Oui. On est à une semaine. Il faut que souvent les cartes soient prêtes à 2 semaines. La précipitation n'est pas une bonne chose. Et ce n'est pas du ressort du président. Hein. C'est le protocole d'État qui doit vite faire son travail. Je ne le critique pas. C'est mon frère et ami, et ce n'est pas lui tout seul, mais je veux juste faire remarquer que les populations, nos services disent, mais on n'a pas la carte, on n'a pas la carte. Il faudrait plus que ça se fasse comme ça. Aussi, je ne me suis pas intéressé à quel chef d'État vient, lequel ne vient pas. Je n'écoute pas derrière les portes. Je veux plutôt inviter le chef de l'État, le président Romain Wardini, à inviter ou bien à permettre à ceux qui ont des partenaires
économiques qui peuvent réellement travailler pour le développement du Bénin, pour atteindre les objectifs, que ces opérateurs-là puissent être présents à notre célébration. C'est ça aussi la diplomatie. En fait, c'est une plaidoirie que je fais à l'intention du chef de l'État. Et je parle en même temps au directeur du protocole, je parle au ministre des Affaires étrangères, je parle au ministre de l'économie, qui est en fait le responsable en premier du ministre du budget et du ministre de la dette. Donc oui, il faudrait que nous travaillions. Je parle aussi au ministre Bakary qui est en charge de la mobilisation des investissements extérieurs. Alors donc, tout ce monde-là, célébrons, il faut que notre célébration soit une occasion de faire de la diplomatie économique. Surtout que c'est la première célébration. C'est la première. Exactement, oui. La première célébration sur les Romains Wadaï. Et il faut que le président, s'il y a un dîner ou bien un déjeuner, privilégie aussi les opérateurs économiques, que seulement les diplomates qui ne sont là que parce que leur État les a désignés. Ceux qui peuvent nous permettre de financer notre économie, il faut que ceux-là soient prioritaires. Parce qu'in fine, on est président pour améliorer les conditions de vie des populations. Et ce sont les opérateurs économiques, et ce sont les entreprises étrangères et même nationales qui peuvent le faire ensemble. Alors, il y a nos amis téléspectateurs qui sont un peu curieux là. On vous a vu durant les campagnes présidentielles passées que vous étiez partout où le président passe. Aujourd'hui, quelle est votre relation avec le président de la République? Bon, alors moi, j'étais déjà candidat moi-même et je ne fais rien sans consulter l'univers intelligent. J'ai consulté à travers ceux qui en ont la science et il m'a été dit, tu ne seras pas président, en tout cas pas cette fois-ci, mais tu seras faiseur de roi. Et on m'a décrit qui peut être bon pour notre pays. Le portrait robot? Le portrait robot. Oui. Et c'est Romain Wadaï qui remplissait ces conditions-là. Je suis donc allé le voir, avant même qu'on le désigne, pour lui dire, écoute mon frère, moi je ne serai plus candidat et pareil comme je ne serai pas désigné. L'univers t'a désigné toi parce que tu vas apporter le développement à notre pays. Et il m'a été recommandé depuis le Niger, c'est des oulémas, c'est des musulmans, et de te soutenir. Et donc je viens t'apporter tout mon soutien. Par contre, ce que j'attends de toi, c'est le développement fondamental, c'est-à-dire c'est l'école fondamentale pour un développement à visage humain. La lutte contre la pauvreté, la misère extrême. Et c'est ce que j'ai entendu le président embrasser. Et je me suis mis à son service. Je suis passé un peu partout pendant la campagne parce qu'à un moment donné, j'étais déjà passé dans tout le pays pour dire que je veux que Talon fasse un troisième mandat. Ce que Talon a refusé. Alors, si on a choisi un autre, il fallait aussi que je passe encore leur dire, voici la personne. C'est ça qui a justifié que je sois un peu partout. Pas que le BR et UPR ne soient pas capables de faire le travail. Mais moi, qui avais dit c'est Talon ou rien, il fallait que je leur dise, c'est Talon a refusé et l'univers intelligent, l'âme du Bénin a refusé. C'est Romain Wadaï. C'est pour ça que j'étais un peu partout. Évidemment, sur fonds propres, le BR et UPR, en fait, ceux qui organisaient la campagne de Wadaï n'ont pas daigné me donner de fonds pour faire ce travail-là. Je l'ai fait sur fonds propres et je suis fier de le dire. Les relations avec le président, au moins quand je lui ai écrit une note sur ce que je pense du développement du Bénin, il répond. Et quand je fais des observations au ministre, il répond. Bon, qui ne répondrait pas? Moi, j'ai une campagne de nuisance qui fait que chacun quand même répond un peu à mes préoccupations, surtout que je ne demande pas l'argent pour moi-même. Nombreux s'attendent, parce que c'est là le fond de votre question, pourquoi je ne suis pas nommé. Oui, je sais. Mais la nomination viendra en temps et heure, mais ce n'est pas aujourd'hui. Parce que si je suis nommé, il y a certaines choses non plus que je ne peux pas faire. Hein. Quand vous êtes nommé, vous avez un cahier de charges qui vous empêche à vous mêler de tout. Or, moi, j'ai besoin de me mêler de tout pour vraiment imposer, faire asseoir dans le subconscient, dans l'esprit, dans la perception des Béninois, le président Romuald Wadaï. Quand on a fini de le faire, parce que personne, à 2 mois ou bien à 1 an après son investiture, n'a la plénitude du pouvoir. Vous comprenez? Donc, c'est pas ce travail-là. Et je n'ai pas encore fini. Quand j'aurai fini, peut-être que je lui dirai, Monsieur le Président,
je veux que mon nom soit sur un décret, ben, je ne l'ai pas demandé. Et monsieur le Président, ce n'est pas le moment de me nommer. Je ne servirai à rien, ni à la République, ni à vous-même. Et les honneurs inutiles ne m'intéressent pas. Travaillons au développement de ce pays. Nous allons continuer à vous envoyer des fiches, des notes stratégiques, des notes conceptuelles sur ce qu'on croit qui doit être fait par rapport à notre économie. On va le faire au ministre de l'économie et des finances, de l'agriculture. Au passage, le nouveau que j'ai vu, qui est très brillant. Avec lui, je suis convaincu que, au-delà de Gaston Dessouy, ce pays ira vraiment de l'avant. Donc, c'est une équipe qui me plaît bien et je suis satisfait. Alors, ma nomination, ça va attendre. Ça peut attendre 2033, hein, quand on aura le second mandat, Inch'Allah, parce que vous allez m'aider à y travailler. Et là, maintenant, je peux peut-être demander à être dans un gouvernement. Peut-être avant, on ne sait rien. Mais Olivier Bokor était nommé à rien dans ce pays, mais il n'y avait pas plus important que lui auprès du chef de l'État. Monsieur le Président, je veux être Olivier Bokor auprès de vous, sans aller en prison. Donc, que votre porte me soit ouverte, comme on voit. Oui, mais parce que moi, nombreux sont les populations qui disent, mais toi, on ne te voit jamais à la télé avec le président. Ça viendra. Nous ferons venir des opérateurs économiques de l'Inde, de la Chine, des États-Unis, du Qatar, du Brésil, etc. Pour le secteur de l'eau, le secteur de l'électricité, le secteur de l'agriculture, de l'élevage et les grands travaux. Et là, on nous verra avec le chef de l'État. Aujourd'hui, vous êtes avec la presse, avec la population. Dès que on vous nommera à une fonction politique, est-ce que vous aurez toujours cette proximité avec les médias, avec les acteurs du média et également la population? Mais vous me connaissez, ce n'est pas une question à me poser ça. Vous savez bien qu'il n'y a aucun pouvoir qui puisse changer ma façon de faire. Et aussi, c'est m'insulter. J'estime que je suis l'homme le plus puissant au Bénin aujourd'hui, sans nomination. Moi, je suis comme le cafard, hein, j'entre dans toutes les cours. Donc, rien ne va m'éloigner du peuple. C'est d'ailleurs un peu ça qui fait que celui qui va me nommer, il réfléchit par 3 fois. Il dit, mais ce monsieur est tout le temps de défendre le peuple. Est-ce que si on le nomme, et peut-être que la politique exige qu'on piétine les intérêts du peuple, est-ce qu'il va l'accepter? Monsieur le Président, arrivé à un moment donné, je vais l'accepter. Je vais l'accepter. Donc, n'ayez pas peur. Quand vous voudrez me nommer là, on va aussi faire le sacrifice de laisser parfois taquiner le peuple. Bon, mais, comme pour dire, non, ça, je sais que ça joue en ma défaveur. Enfin, moi, c'est mon métier. Hein. Mon personnage est parfois difficile. Parce que tout homme politique, tout président, va dire, mais si je nomme Kououi, et on doit aller casser les gens de... C'est quoi ici votre quartier? De Tankwe, par exemple. Et les populations se mettent à pleurer. Est-ce qu'il ne va pas se mettre du côté du peuple et nous critiquer encore nous, alors que les membres du gouvernement? Commencez par les défendre en même temps. Voilà, donc ça là aussi participe aux raisons qui font que, bon, on ne peut pas courir et dire un homme comme lui. Monsieur le Président, je peux m'adapter. Donc, Nagao. Bon, écoutez, c'est-à-dire, on fera l'essentiel. L'essentiel, c'est que le président travaille pour le bien-être des populations. Et ça, je le sais. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes en train de finir tout doucement notre émission Info décryptée. Alors, une toute dernière question. Selon vous, quels sont les principaux défis que le Bénin devrait relever pour transformer cette diplomatie en résultat concret? Ça, c'est la plus importante des questions. Et il faut communiquer. Il faut que les populations sachent se comporter aussi. Quand l'investisseur vient, il faut qu'il se retrouve sur une terre où les populations savent ce que ça signifie un État. Et il faut que les fonctionnaires sachent que le temps, c'est de l'argent. Il ne faudrait pas, par exemple, qu'un investisseur demande qu'on lui envoie les études de faisabilité et d'impact environnemental d'un projet et que ça fasse une semaine. Moi, je suis allé en Ouganda, dès que les partenaires ont demandé au ministère sectoriel pour tel projet dont vous voulez la réalisation, donnez-nous les études techniques et environnementales. Une heure de temps après, c'est déjà disponible. C'était déjà disponible. C'est déjà disponible. Je vais vous donner encore un autre exemple. Le projet Dogo Bis.
un projet qui a été initié et porté par un digne béninois, le docteur Bruno Zanou. Il faut la célérité au niveau de l'administration béninoise. La célérité. Les études techniques, ce n'est pas quelque chose qu'on garde pour soi. Et vous pouvez même donner à une entreprise qui ne fasse pas le projet après. Vous n'avez rien perdu. Donc, il faut ça. Il faut que les Béninois, quand on les engage pour travailler dans les sociétés, ne se mettent pas à voler ceux qui sont venus. C'est important. Heureusement, aujourd'hui, en plus, cette histoire de on veut 5%, on veut 10%, le talon a déjà résolu. Intéressant. Donc, on n'a pas ce problème-là. Donc, nous sommes bien vus. Mais la célérité, c'est important. Et le président, tout président que le président est, on peut lui donner aussi des conseils. Et il faut que le président Romain Wadaï soit disposé et disponible à recevoir les investisseurs qui lui écrivent. Heureusement que, en tout cas pour ce que j'en sais, et les Indiens qui ont écrit, Kataparou qui a écrit, ben, les dispositions sont d'être prises pour qu'ils soient reçus par le chef de l'État. Je parle de ce que je sais. Je ne veux pas que d'autres disent on a écrit au président, personne ne répond. Écrivez, mais sachez que le président est très occupé. Mais au moins, l'administration répond pour dire on a reçu votre courrier. On se prépare à vous inviter. Donc, c'est très important. Alors, quel message adressez-vous aux Béninois sur les perspectives qu'offre cette nouvelle dynamique diplomatique? Non, c'est au-delà même de la dynamique diplomatique. C'est la dynamique de gouvernance qui est en cours. Il fera bon vivre, comme Aimé dit. Ah ben, demain, il fera beau, comme on disait. Daniel Eda. Ah ben, tu te souviens de lui? Bon, il fera. Et on va emprunter à Daniel Eda, son expression. Demain, il fera beau. Alors, demain, il fera beau. Avec, c'est-à-dire, la croissance sera inclusive. Non, le président Wada. Est-ce que les Béninois vont bien manger? Ah, ben bien sûr! Ça, là, c'est un autre problème. Non, ils vont bien manger. Non, ils vont bien manger. Parce qu'il faut avouer qu'aujourd'hui, il y a une pauvreté. Je ne dis pas son nom. Franchement. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que le modèle qu'on avait depuis, on a construit beaucoup d'infrastructures, mais c'est des infrastructures de connectivité, pas de productivité, pas de production. Ouais. Ce qui fait que, c'est-à-dire la croissance n'impactait pas les Béninois. Beaucoup de voies, beaucoup de routes. Oui, les voies, mais seulement, les Béninois disaient à l'époque, on ne mange pas les pavés. Voilà, ce n'est pas faux, c'est toujours valable aujourd'hui. Pourtant, il faut la route pour pouvoir aller là où on veut aller. Maintenant qu'on a fait les routes, et il faut aménager les terres agricoles, il faut améliorer les espèces, il faut faire le croisement de nos vaches avec d'autres espèces qui permettent aujourd'hui, au Bénin aujourd'hui, une vache c'est 3 litres par jour. En Chine et ailleurs, c'est 30 à 60 litres par jour. Si on fait des croisements, on peut avoir des vaches qui te font 10 litres, 15 litres par jour. C'est important. Donc oui, il faut construire une économie fondamentale pour un développement visage humain. Il faut donner de l'eau potable, il faut donner l'électricité. Parce que là où va la lumière, mais le développement n'est plus loin. Et il faut aménager les terres agricoles, la transformation, etc., etc. Ok, merci beaucoup, Dr. Cheikh Bertin Korvi. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous allons juste rappeler un instant le thème du jour qui est intitulé « Le dynamisme diplomatique du président Roumia Wadaï, quelles retombées économiques et institutionnelles pour le Bénin ?» C'était avec Dr. Cheikh Bertin Korvi. Merci infiniment à vous, Dr. Bertin pour avoir accepté notre invitation. Non, pour avoir finalement accepté. Il faut ajouter. Moi, j'avais refusé. Je vous ai dit, les ministres conseillers n'ont qu'à aller faire le travail. Puis on a dit, aujourd'hui, c'est les technocrates ou bien les ministres n'ont qu'à aller parler. Oui. Ou bien sûr. Ah, c'est que je dis en cachet, je le dis en public. Hein. Vous le dévoilez en public? Ah oui, j'ai dit, ils n'ont qu'à aller faire le travail. Oh, on ne va pas continuer à faire le travail à leur place. Je voudrais ici féliciter M. Fiacre Biguinou, le directeur de la communication du président. Il fait un très bon travail. Bon, je félicite aussi le ministre porte-parole du gouvernement. Et Léandre Ngozi, notre grand ami. Voilà, Serge. Ah, Serge Novillon. Novillon et tout. Et chacun doit faire un bon travail. Mais je veux féliciter Fiacre Biguinou parce qu'il a coutume aujourd'hui, quand une émission est bien faite,
de prendre contact avec le journaliste, ne serait-ce que pour le féliciter et le remercier. Et j'espère que vous allez vite sortir votre émission, et qu'on va lui faire écouter, et ça va trouver faveur à ses yeux, il va vous féliciter. Ça encourage à continuer. C'est pas seulement l'argent, c'est ça. Mais ça encourage à continuer. Et monsieur le directeur de la communication, bravo. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr. Cheikh Bertin Korovi. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis de bout en bout sur Authentique TV. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle édition de votre émission Info Décryptée. Excellente suite du programme à toutes et à tous. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci beaucoup et ciao, ciao.